Samedi 27 mars 1943. Journal d'Edmond Buchet, directeur des éditions Coréa. Mardi et mercredi ont été entièrement occupés par Molène, venu de Lyon pour nous voir. Plein de complexes, timide, nerveux, il se dérobe sans cesse. Il se cache à lui-même et aux autres dans ses œuvres mêmes. Il y fait, comme il dit, des pirouettes. Il a 36 ans et l'étoffe d'un écrivain. Mais parviendra-t-il à se dépouiller ? Tout nouveau visage lui fait peur. Il ne veut pas que je lui présente un seul critique. Cependant, il le reconnaît. Il est fou d'orgueil. Molène est né Léopold Faure, a publié son premier livre, un recueil de nouvelles intitulé Frères humains, en 1938, sous le pseudonyme d'Ivan Kalinine. Car officier d'infanterie, il ne peut signer de son nom. Il a publié les romans qui suivront en signant Pierre Molène, identité trouvée par son éditeur, du nom d'un vent des Alpes, et a publié un autre livre en 1975, sous le nom de Jean-Luc Faber. Mardi 23 novembre 1943, journal d'Edmond Buchet. Gros ennui causé par la saisie du roman de Molène, Violence. Nous étions à la veille de la faire paraître lorsque le capitaine Wintermeyer, de la Propaganda Staffel, nous demanda de lui communiquer les épreuves. Le manuscrit était passé à la censure française, mais j'avais évité, et pour cause, de le signaler à la Propaganda. Je ne sais qui nous a dénoncés. Une dizaine de jours après, nous étions convoqués, Chastel, le co-dirigeant des éditions Coréa, et moi, par Wintermeyer, dans son bureau des Champs-Élysées. « Alors, commença-t-il d'une voix mielleuse, c'est ainsi que vous faites paraître des livres anti-allemands ?» Je protestais. En considération de la valeur de l'œuvre, il fallait l'examiner avec un esprit plus large. Je ne voyais d'ailleurs pas ce qui pouvait nuire à l'armée allemande dans ce roman. Wintermeyer dut avouer qu'il ne l'avait pas lu lui-même. Mais il avait entre les mains un rapport terrible. Des passages se trouvaient notés, qui lus à la suite les uns des autres, étaient en effet accablants. Je rétorquais qu'il convenait de replacer ces passages dans leur contexte et pressais Wintermeyer de lire l'œuvre d'un bout à l'autre. À quelque temps de là, nous reçûmes la visite grossière et brutale de la Gestapo, qui nous déclara saisir les 10 000 exemplaires tirés pour les détruire sans aucune indemnité. Les exemplaires furent embarqués par des soldats dans leurs camions. Le même jour, nous apprenions que les gestapistes s'étaient rendus chez l'imprimeur et tout aussi grossiers et brutaux, avaient brisé les plombs. Ce roman, Violence, dont on trouve déjà mention dans la bibliographie imprimée au début de son recueil Frères humains de 1938, sous l'intitulé L'aventure de Ter-Korsakov, que Molène présente à son éditeur en août 1941, sous le titre d'Odieuse violence, prêt depuis cette époque, ne paraîtra qu'en décembre 1944, ramené à ce titre dépouillé, violence, au pluriel. Ce mot emblématique de l'œuvre de Molène. Samedi 30 juin 1945, journal d'Edmond Buchet. Avant-veille du Goncourt, rattrapage estival de celui de 1944. On parle beaucoup de Molène, mais il semble, à moins que Lucien Descaves ne s'y oppose catégoriquement, que c'est Elsa Triolet qui décrochera la timbale. Cette année, les pressions politiques sont toutes puissantes. Molène m'écrit pour me prier de ne pas le pousser. Jeudi 1er novembre 1945. Extrait du journal clandestin Gavroche, sous la plume de François-Luc Charmont. Je tairai la fin de l'entretien avec Molène, qui fut court. En nous quittant, nous avons dit les futilités aimables qui sont de mise. Molène était debout, carré, fort. Il donnait une impression d'énergie sûre et puissante. Et je pensais, tout en parlant d'autre chose, j'ai déjà vu cette stature et ressenti une impression analogue. En effet, c'était hier. Saint-Exupéry. C'est aujourd'hui.
Molène. L'aviation, les chars, deux écoles d'héroïsme et passion. Les Goncourt vont-ils couronner en Molène le Saint-Exupéry des chars? Oublieuse postérité, épisode 15. Le monde en feu. Comment Pierre Molène pourrait-il être cet individu que son éditeur compare à un enfant apeuré, tandis qu'un journaliste en fait au même moment le Saint-Exupéry des chars? Comment pourrait-il être ce reclus de province, du Dauphiné, qui fuit maladivement la capitale, allant jusqu'à glisser dans les exemplaires de Mort d'homme, un roman publié en 1946, une carte de visite cartonnée où s'inscrit, je cite, « Avec les hommages de l'auteur, qui s'excuse d'être actuellement absent de Paris. » Comment pourrait-il être ce fantôme et ce cavalier magnétique que semblent s'arracher le Goncourt, le Femina et le Renaudot, qui finira par lui être décerné en 1950 pour les orgues de l'enfer? Comment enfin pourrait-on concilier la douce bienveillance qui semble émaner du visage de l'auteur avec la monstrueuse, la titanesque colère qui parcourt son œuvre? Car tel est le destin de cette œuvre, menacer, posséder et rompre le XXe siècle, l'absurde comédie de la guerre. Celle, je cite, des noces avec le vent et la terre, du commerce avec les riants cadavres et les sombres vivants, longues patrouilles, charges au sabre nu, batailles, tumulte rouge, nuit nonchalante autour d'un feu de camp. L'image est là, donnée par Pierre Molène lui-même dans les premières pages de son roman Violence. Sa littérature est celle des noces avec le vent et la terre, celle des riants cadavres et des sombres vivants. Sa littérature est un chant autour d'un feu de camp, pendant que se préparent les sacrifices et se trament les trahisons. Elle nous emporte dans le tournoiement des flammes, dans la chaleur du brasier, elle ne nous laisse pas le moindre répit. On lit Molène, les yeux écarquillés et le souffle coupé. Nous devenons des soldats perdus dans une lecture en guerre. Et avant de perdre totalement la raison, hypnotisé par les flammes de ce feu perdu au fin fond des hommes, avant de devenir, asséché par cette écriture violente, furieuse, l'eau morte au fond d'un puits, comme il est mis en exergue d'un autre de ses romans, il n'y a qu'à parcourir les premières lignes de la bibliographie de l'auteur pour être prévenu des dangers encourus. 1943. Samson a soif. 1944. Violence. 1945. Bataille pour mourir. 1946. Mort d'homme. 1946. Hautes œuvres. 1950. Les orgues de l'enfer. 1952. Cimetière Saint-Médard. 1955. Satan comme la foudre. Nul titre n'est à l'abri de la mort, qu'elle soit frontalement évoquée ou que ses assesseurs géographiques ou mythiques soient seulement nommés. Seul un titre, publié en 1945, échappe à la funeste attraction. C'est « De blanc vêtu », sorte de réminiscence de pureté au milieu du champ de bataille sans fin qu'est la littérature de Molène. Mais le titre pourrait bien facilement devenir une antiphrase. Après la violence, après la colère des premiers romans, vient l'étrange instant du purgatoire. Le texte, très resserré, semble vouloir s'extirper des bourbiers du siècle. C'est d'ailleurs un titre qui pourrait être la suite immédiate de Bataille pour mourir, sorte d'échelle de Jacob, où l'on suivrait l'âme et le corps à l'agonie du protagoniste. Alors, d'autres émotions remplaceraient la rage. Viendrait une tentative de compréhension, d'apaisement, pourquoi pas de reconstruction. Le soldat se réveille et ne sait s'il est vivant ou mort. Ne sait si c'est le Seigneur qui l'appelle au grand blanc ou la main d'un ami qui se pose sur son épaule. Dans l'immensité claire, il n'y a rien à voir que ses propres souvenirs,
ou un avenir incertain. Et d'ailleurs, est-ce véritablement celui que vit le narrateur, ou est-ce celui qu'il espère, celui que les dernières secondes d'agonie lui cèdent, en guise de paix, après les mois de guerre? Pierre Molène module sur sa lyre ténébreuse, ne chantant pas l'horreur des armes de Mars et la colère de Junon, comme Orphée, mais l'apaisement lyrique, le mutisme traumatique des armées coléreuses de l'humanité. Pierre Molène, sans le chercher, troque dans Deux blancs vêtus une malédiction pour une autre, change de temporalité. Ce n'est plus l'homme en action qui est compté, ce n'est plus l'homme bestial, mais bien l'homme d'après. L'homme survivant, l'homme peut-être libre, mais l'homme tout de même suriné par l'action de jadis. Cet intermède qui ne fut pas compris en son temps, qui mena des sentiers de la perdition à ceux de la rédemption, sur le chemin de la trappe, n'obtint que des critiques médiocres. Son éditeur, Edmond Buchet, résume laconiquement les contingences de la vie littéraire. J'aime ce roman, et je trouve qu'on est injuste envers lui. Mais la beauté morale ne se porte pas cette année. Alors retournons au combat. La guerre, c'est l'alpha et l'oméga, c'est toute ma vie. C'est ma vraie jeunesse, faucon de bataille au poing. À présent, j'ai ces pigeons gris, ces pigeons morts entre mes mains. Ma jeunesse, j'irai la chercher au cœur du temps, où il fait nuit, froid et silence. Je l'arracherai à cette nuit, à ce froid, à ce silence. Je l'emporterai à cette nuit, à ce froid, à ce silence. Je l'emporterai. Je l'offrirai toute nue au grand jour du ciel et des astres. Tous les rayons, tous les rêves épars se laisseront prendre au piège de son ventre blanc. Je la serrerai au flanc des deux poings que voilà, impatient de ses rires, de ses cris et de ses secrètes odeurs. J'ai aimé la guerre. J'ai 50 ans. Moi, Ter-Korsakov. Voilà la déclaration d'intention de l'auteur, dissimulée derrière l'ombre carnassière de Ter-Korsakov, le narrateur de violence. Voilà une problématique qui agita la critique d'alors. Quel est le véritable propos de l'auteur, Monsieur Pierre Molène? Jusqu'où se cache-t-il derrière ces personnages, et jusqu'où transparaissent ses véritables intentions? Émile Henriot l'écrivait dès la parution du livre. Ce qui intrigue dans ce livre est le vigoureux tempérament qu'il atteste. Ce n'est pas le roman, mené à toute allure et dont on ne peut se détacher dès l'instant qu'on y est entré, ni ses personnages véhéments. C'est l'auteur, invisible sous son objectivité mériméenne, et qui laisse parler ses héros sans que l'on puisse deviner ce qu'il en pense. En a-t-il eu les vrais modèles sous les yeux? Dans un de ces milieux de Russes blancs esquissés déjà dans Samson à soif? A-t-il partagé leur expérience? Ou créateurs d'êtres vivants et vraisemblables, les ayant inventés de pied en cap, en leur extraordinaire vérité, n'aurons-nous à admirer en lui qu'un romancier puissant et bien doué? Par chance, Émile Henriot abandonne bien vite la chasse aux intentions pour se concentrer sur le texte. D'ailleurs, Pierre Molène lui-même, dans un de ses rares entretiens, s'explique à propos de sa démarche. J'ai, je cite, « fait revivre des types. Ils sont ce qu'ils sont. N'y cherchez pas ma propre théorie du monde. Ce n'est pas mon affaire. » Voilà la réponse exemplaire d'un auteur qui s'efface derrière ses écrits plutôt qu'il ne les brandit pour en faire un dogme. Voilà la simplicité même du retrait, de la modestie, du besogneux, qui, non contente de mener à la reconnaissance, mène par-delà ces récits fragiles vers l'absente postérité. Et pour preuve, aucun titre de Pierre Molène n'a jamais été réédité. Pourtant, le timide auteur réservera à la postérité une assez singulière surprise que nous évoquerons un peu plus tard. Et Ter-Korsakov alors? Prenez garde aux sinistres cosaques. Prenez garde aux survivants de Vladivostok. La guerre est loin derrière lui. L'odeur de la poudre, l'alcoolisme du médecin bourreau, tout cela n'est que du passé.
Il réside en France désormais. Il erre. Il achète une mobilette parce qu'il ne peut, dans les plaines urbaines, dompter les plus dangereux étalons. Il assiste une voisine qui se bat contre une invasion de chats invisibles. Il console une petite fille en détresse et dit, poète de l'attention, une petite fille qui pleure, c'est un bruit bien léger au fond d'une grande ville. Il parcourt la campagne, mange, s'endort, fume la pipe, dans un chapitre irréel au début du roman, irréel de paix, de beauté, de calme, après cette ode à la guerre qu'il fit 3 chapitres plus tôt. Mais bientôt l'oasis s'ébrèche, se délite, se perd. Voilà qu'au crépuscule, pénétrant dans un café à côté d'une église, Ter-Korsakov rencontre par hasard son vieux compagnon de guerre, Soltan Atrash, celui avec qui il essaima le monde pour le peindre en rouge. Cette rencontre imprévisible dans une cahute à côté d'un clocher en convoque immédiatement une autre, prophétique, comme une variation macabre sur un même thème. C'est celle de Blaise Cendrars et de Moravagine. C'est celle du démon lyrique, celle de l'ombre, celle du frère mutilé. Si le personnage de l'incroyable roman publié en 1926 par le poète à l'unique bras est un assassin, un fou, un saint noir, s'il est le ventre bouillonnant de son auteur, celui qui s'approprie tout ce qui m'arrive dans la vie, le parasite qu'il a élevé à ses dépens, comme il l'écrit dans son Prodomo, il ne naît pas ex nihilo, ne vient pas sans cause ou pour les besoins d'une légende narcissique à broder autour de soi. Non. Il ne faut pas oublier que derrière l'image du double maléfique, il y a toujours les décombres et les scories, les cendres et la survie, le nid initial, le foyer de contamination, c'est-à-dire la guerre. Et pour Cendrars, la guerre 14-18. Son Prodomo, encore une fois, est explicite, je cite. « Durant 2 ans de présence sous les drapeaux, je ne pensais pas à autre chose qu'à Moravagine. Une flamme créatrice me dévorait, mais je n'écrivis pas une ligne. Je tirais des coups de fusil. Ni de jour ni de nuit, Moravagine ne m'a jamais quitté dans la vie anonyme des tranchées. C'est lui qui m'accompagnait en patrouille et qui m'inspirait des trucs de peau rouge pour tendre une embuscade, un piège. Sa présence illuminait ma sombre cagnard. Cette présence qui peu à peu s'empare du poète, ceci à moi qui emporte à la fois le bras droit de l'écrivain dans les bombardements de champagne et le pousse à écrire de l'autre, de la main amie, comme il l'appelle dans ses signatures, et bien sûr celle d'une violence absolue, à la fois démoniaque et organique, dans le meurtre pour la première, dans les voyages pour la seconde, le mouvement, le déplacement, la lutte de haute géographie. Le poète, qui a des pommettes électriques au bout des nerfs, nous fait croire qu'il subit l'électrisation, qu'il en est victime plus que créateur, tout comme il deviendra avec les années un affabulateur sans doute génial, inventant des titres qu'il n'a jamais écrits, déformant ses mémoires, rédigeant des bibliographies lacunaires ou pleines de faux. Blaise Cendrars devient comédien, menteur, mythomane. Et si Moravagine, dépassant le cadre imaginaire, dépassant le cadre romanesque, dépassant Raymond la science, brisant tous les niveaux diégétiques, s'était définitivement emparé de l'âme de Cendrars pour y tisonner son existence de bandit. Ter-Korsakov, dès la 40e page du roman de Pierre Molène, s'interrompt un instant et prête un serment trouble. Moi, Ter-Korsakov, je déclare hautement, en 7 minutes, être saint d'esprit. Rien de ce que j'entreprends de conter n'est œuvre d'imagination. Un homme de guerre n'a pas d'imagination. Un homme de guerre n'a que des souvenirs. Je dirai la vérité. Toute la vérité. Et si, comme l'avaient pressenti les critiques d'alors, comme Émile Henriot, et si ce n'était pas Ter-Korsakov qui racontait ses mémoires de guerre, et celles du dangereux Soltan Atrash, mais bien Pierre Molène, le lieutenant d'active,
le tankiste. Et si c'était lui qui s'emparait de Ter-Korsakov et de Soltan Atrash, ces épouvantails foudroyants, pour raconter la suie de son âme, les crimes et le sang. Nulle mise en garde de l'auteur, nul prodomo, nulle préface, nul postface pour expliquer les intentions, mais rien que ces 250 pages de flamboiement dans la terre en guerre, pour se dissimuler plutôt que pour se raconter, pour s'accuser plutôt que s'adonner à une sorte d'hagiographie de combat et de littérature, comme chez Sandrard. Ce chant de guerre, tant qu'il vécut, Soltan Atrash a-t-il jamais cessé de l'entendre. Durant les plus belles années de ma vie, il a été mon ami, mon frère, et plus encore qu'un ami ou un frère. Sur tous les lieux où m'appelait la guerre, j'étais sûr de le rencontrer. Les jours de bataille nous voyaient recevoir et donner les mêmes coups. Les lendemains de bataille nous réunissaient dans les mêmes ambulances, les mêmes hôpitaux, sous les mêmes cornettes, lit contre lit, fièvre à fièvre, main à main. Les mêmes terres ont été arrosées de notre sang. Bien sûr, la guerre est la seule communion qui dépasse celle du sacré. Elle laisse son reflet dans le miroir brisé. Combien de Ter-Korsakov, combien de Soltan Atrash, combien de Moravagine. Qu'il foule les champs de bataille, qu'il transforme tout vallon en charnier, ou qu'il soit contenu dans un corps vacillant, qui continue de lutter contre lui-même après d'impossibles armistices. La dimension morale est totalement exclue du roman de Pierre Molène. L'auteur ne cherche ni à convaincre, ni à plaindre, ni à rehausser. L'auteur fait pleinement acte de littérature, c'est-à-dire qu'il engage toutes ses ressources pour créer une œuvre autonome et puissante, tout en engageant avec au moins autant de force ces mêmes ressources pour lui ôter la moindre dimension politique, sociale, sociétale, en un mot, dogmatique. Lire Pierre Molène, c'est éprouver d'abord par la langue cette violence, cette colère si caractéristique de ses écrits, cette fureur qui est, à mon sens, la plus éblouissante de toute la littérature française. J'avais déjà évoqué la violence en littérature avec André de Richaud dans le 3e épisode de ce podcast, mais celle de Pierre Molène est différente. Chez André de Richaud, elle est un minuscule rougeoiement qui consume les marais intérieurs des personnages. Elle est si insignifiante qu'on pourrait l'ignorer. Mais elle s'étend, de flammes faibles, mais elle s'étend, de flammes froides, dans ces marécages et bientôt dégage un gaz empoisonné qu'on ne sent qu'au dernier moment, pris au piège. Alors on comprend que tous les paysages intérieurs comme extérieurs sont déjà noirs, cendreux, calcinés et morts. Sa violence est magnifique d'humanité et d'humilité. Celle de Pierre Molène est aux antipodes. Elle est des chats incipit, bruyante, éloquente, intenable. Elle est doublée d'une colère, d'une sorte d'injustice qui lui apporte étincelle, combustible, vigueur. Elle éclate comme un obus, elle se propage à une vitesse folle, mais elle étouffe plus qu'elle ne tue. Cette violence est bien sûr consubstantielle à l'homme, et pourtant elle est beaucoup moins expressionniste que chez André de Richaud. Malgré un style d'une fougue et d'un lyrisme qu'on croirait devoir s'éteindre après quelques dizaines de pages au mieux, mais qui résiste, qui s'affirme, qui se dépasse. Prouesse d'ailleurs, dont je ne connais aucun égal dans le genre romanesque. Pas même chez les romantiques frénétiques. Peut-être seulement chez Lautréamont et les Chants de Maldoror. Autre Moravagine, autre Soltan Atrash s'il en est. Tout ne se termine pas dans une ultime scène hallucinatoire, comme dans La Fontaine des Lunatiques par exemple, d'André de Richaud. Non. Quelques scènes meurtrières parcourent les romans de Molène, mais elles ne sont pas un aboutissement, ni même des étapes. Elles sont là car il faut donner à la colère et à la violence de la matière scénique, du visuel, des explosions et du sang.
Mais le reste du texte n'est qu'intérieur, n'est que monologue, n'est que langue pure. L'immense majorité des romans de Pierre Molène sont narrés à la première personne. C'est la nécessité même, c'est ce qui permet cette immersion dans les gouffres et l'emphase. C'est ce qui permet de raconter l'aventure d'un style, de notre lecture et de ses guerriers sanguinaires. C'est ce qui permet de comprendre que le personnage sait, qu'il connaît son sort, sa malédiction et sa destinée. L'exact contraire des personnages d'André de Richaud, qui écrit lui à la troisième personne, qui exclut dès lors ses protagonistes du pressentiment de la conscience et les condamne à ne comprendre ce qui se trame qu'à l'ultime moment, alors que le lecteur le sait dès les premières lignes. Il faut lire Molène pour bien comprendre le crépitement ardent de son style, le diapason surélevé et les violentes noirceurs de sa littérature frénétique, comme l'écrit encore Émile Henriot, ou, je cite Lucien Moreau, la note d'une délicate poésie jette parfois un son clair au milieu de cette brutale orchestration. Il faut lire ces métaphores qui éclatent, qui filent, qui blessent les phrases. Il faut accepter ces interjections, ces impératifs jamais artificiels, ces adresses au monde, qui sont autant d'adresses à un bon Dieu qui ferme tôt ses portes. De rupture de rythme, il est à la fois toujours et jamais question. Tant au microscope, elles semblent nombreuses, et au regard du livre que l'on referme, inexistantes. Car c'est une langue qu'on scande, qui nous apprend à comprendre le propre battement de son corps et de celui qui le noie, celui du monde. De ce monde, il n'y a à voir que la bravoure des hommes et la solitude de ces mêmes hommes. Combien de livres de Pierre Molène, en bon, je cite Pierre-Henri Simon, moraliste de l'absurde, débutent dès leur première phrase par une adresse à Dieu, qu'ils doivent accorder de mourir dans la résignation et la simplicité, dans violence, que sa nuit doive descendre sur les meilleurs des hommes, dans Bataille pour mourir, qu'il soit renié pour le diable, dans Hautes œuvres, qu'il ait effacé tous ses signes dans le ciel, que l'univers ne soit plus marqué au chiffre de Dieu, dans Mort d'homme. Le cri est à la fois désespéré et rebelle. Il est autant une supplique qu'une revendication. Par instants, on croirait entendre le ciel parler, les trompettes résonner. Il n'y a pas un mot de trop, et pourtant, il n'y a pas la moindre tentation minimaliste. Nous sommes en présence d'un des plus grands styles modernes. Il faut s'en repaître jusqu'à Mort d'homme. J'évoquais un peu plus tôt une singulière surprise à propos de Pierre Molène et de sa postérité. Et il faut être franc, il n'en a aucune. Ce qui est sans doute l'une des plus grandes injustices du siècle. Mais passons. Né en 1906, Pierre Molène décida de cesser d'écrire en 1975, voire en 1967, son dernier ouvrage publié étant une collaboration. Il mourut en 2000. Puis l'on découvrit ses archives. Pierre Molène ne s'était pas tu. Le feu crépitait toujours dans le crépuscule des âges. Pas moins d'une dizaine de romans furent découverts et sont depuis une décennie mis à la disposition du public par des publications régulières ou par la diffusion, grâce à ses ayants droit, de son œuvre sur le site Atramenta. Ne reste donc qu'à les remercier chaleureusement et à faire preuve à notre tour de la fraternité, de la bravoure des tankistes.